Bonjour, merci d'être là aujourd'hui pour cette présentation. Je vais essayer de vous expliquer pendant 15 minutes comment vous allez pouvoir améliorer les compétences et vos infrastructures dans vos organisations, de manière assez ludique avec les katas d'architecture. Alors très brièvement, je vais me présenter. Je m'appelle Alexandre Touré, je suis architecte développeur, je viens de Tours. Je travaille à Worldline. On est, en résumé, parce que vous n'êtes pas là pour ça, on est le leader dans le monde du paiement. Il y a de fortes chances quand vous payez par carte bleue, que vous passiez au moins une fois par chez nous. Et vous pouvez me suivre sur ces pointeurs. Avant de vous présenter les katas d'architecture, je vais vous raconter l'histoire d'un développeur. Alors bien évidemment, toute ressemblance avec des personnes ayant existé est purement fortuite. Alors je vais vous raconter l'histoire de Georges. Georges, il est développeur, front-end, back-end, full stack, peu importe. Il s'éclate bien dans la technique, il fait des choses assez intéressantes, il fait de la conception, il fait du TDD, il fait de l'architecture hexagonale. Il aime bien les tests, il aime bien creuser les sujets techniques. Et à un moment donné, Georges, il se retrouve un peu à la croisée des chemins. Alors, quand vous avez un certain âge, enfin à partir d'un certain âge, en tout cas, on y passe tous. Est-ce qu'on reste dans le développement? Est-ce qu'on reste dans la technique? Est-ce qu'on va faire du management? Est-ce qu'on va faire de la gestion de projet? Est-ce qu'on va faire du fonctionnel, etc. Bon, Georges, il aime bien la technique, il aime bien le développement, mais il a envie d'aller voir un peu plus loin. Là, il trouve un truc qui pourrait être assez sympa, c'est l'architecture. Alors, qu'est-ce que c'est l'architecture? Alors ça, c'est une grande question. Là, en 15 minutes, c'est impossible de répondre. Mais il trouve une définition qui est assez intéressante, c'est celle de Grady Bush, qui est l'un des inventeurs du ML, qui nous dit l'architecture, c'est ni plus ni moins que de la conception, où on s'occupe des décisions significatives. Et quand on dit significative, on mesure par le coût du changement. C'est-à-dire que si on compare dans une maison, dans le bâtiment, on va être dans l'étude de sol, dans le choix des matériaux, dans l'orientation. On va pas être dans la couleur du papier peint. Je dis pas que c'est pas important, mais on n'est pas sur cette même échelle de valeur. Et là, ça y est. Georges, il est lancé dans le grand bain, il en parle à son manager. On le met tout seul dans une équipe. Il a une formation, Architecture for Newbies. D'après vous, comment ça se passe? On peut dire que la feature a été réalisée. Ça peut être un projet Greenfield ou une modification. D'après vous, qui pense que c'était un succès, sa première expérience? Lève la main. Qui pense que c'était un échec? On est d'accord. Et je dirais que c'est normal. Enfin voilà, je connais très peu de monde qui se sont dit là je suis arrivé, première fois, c'était magnifique, tout a fonctionné. Non. Déjà clairement, il a peut-être manqué d'expérience. Il a peut-être manqué de feedback, il a peut-être manqué de mentoring. Il a découvert aussi que l'architecture, ça va au-delà d'IDE. On n'est pas juste à développer des frameworks. Qu'on a un peu le chaînon manquant entre le fonctionnel, le management, la gestion de projet, la production, le réglementaire, et il faut parler à tout ce petit monde. Et il a aussi découvert quelque chose où il n'était pas vraiment préparé, c'est que son raisonnement était biaisé. Si vous êtes développeur, inévitablement, vous allez penser comme un développeur. Ça peut être une lapalissade, mais c'est comme ça que ça se passe. Et des fois, le plus simple en développement n'est pas forcément le plus simple en production. Alors, moi j'ai suivi quelques formations en architecture. Je n'ai pas été très transcendé. Heureusement, depuis quelques années, il y a vraiment de super ouvrages qui sortent. Moi, je vous conseille le premier, Fundamentals of Software Architecture. C'est peut-être le livre que j'aurais adoré avoir eu il y a 15 ans, quoi. Et celui-là de Simon Brown aussi, qui est très intéressant. C'est lui qui a créé le modèle C4. Je vais vous en parler juste après. Et on va revenir au kata d'architecture, mais Ted Neward qui a créé les katas d'architecture avait fait ce constat. Comment on peut avoir de bons architectes si au final on fait de l'architecture qu'une demi-douzaine de fois dans sa carrière? Parce que des projets où on fait vraiment de l'architecture, il n'y en a pas des masses. Alors il y a des gens qui ont trouvé une solution, c'est dans les arts martiaux, avec les katas. Les katas, très rapidement, qu'est-ce que c'est? Ce n'est ni plus ni moins que de la transmission de techniques basée sur de l'expérience, d'un combattant à un autre combattant. Donc maintenant, les katas d'architecture, je vais vous montrer comment vous pouvez les utiliser dans vos organisations et les mettre en place assez facilement. Comment ça se passe? Déjà, vous constituez les équipes, vous brassez les populations. Il faut que dans une équipe de 5-6 personnes, vous retrouviez des juniors, des seniors, peut-être des gens qui ont le tampon architecte, des développeurs, des personnes qui font de la production, etc. Pas besoin d'ordinateur, juste du papier, des marqueurs, ça suffit. Juste pour faire des dessins et pour expliquer ce qu'on va faire. Et au début, vous allez vous focaliser sur le formalisme adopté. C'est peut-être des choses qui manquaient à Georges.
connaître le bon formalisme pour expliquer sa vision. Alors si vous ne connaissez pas, moi je vous conseille le modèle C4, qui a été créé notamment par Simon Brand, qui vous permet, à l'instar de Google Maps, de présenter votre vision en architecture, votre conception en 4 schémas. Donc Google Maps permet de scroller de la planète jusqu'à la rue. Bah, là, vous allez faire pareil avec votre architecture. On commence avec une vision très haut niveau, vision fonctionnelle, où on voit qu'on a un utilisateur qui va appeler notre système à travers une API management. On a des services tiers. Maintenant, si on zoome un peu plus, on peut voir que notre API management, on va faire de l'O2, il y aura une identification aussi. On sait qu'on va donner du Kubernetes et du MongoDB. Là, déjà, on arrive à présenter notre vision, on arrive à expliquer ce qu'on veut faire. Alors maintenant, il y a une conception pendant 1 heure. Alors 1 heure, c'est très court hein, pour concevoir. C'est vraiment très court. Déjà, pour se mettre d'accord, c'est très court. Alors vous recevez le sujet. Vous pouvez l'envoyer avant. On pouvait demander toutes les questions que vous voulez au modérateur. Donc là, c'est des choses où il n'y a rien de caché, il n'y a rien de secret. Et vous pouvez prendre aussi toutes les hypothèses que vous voulez. De même que vous pouvez prendre toutes les technologies que vous voulez. De toute façon, c'est sur du papier et crayon, vous ne risquez pas grand-chose. Si vous voulez faire de la blockchain, du deep learning, du Kubernetes, il n'y a pas de problème. Par contre, il va falloir que ça soit vendable. Il va falloir le présenter aux autres équipes. Un exemple de sujet que vous pourriez avoir. Les collectivités territoriales ont du mal à rénover leurs routes. Donc, ce qu'elles veulent, c'est identifier les routes où il y a vraiment une plus-value à les rénover. Elles ont de moins en moins de moyens, donc elles veulent utiliser les fonctionnalités connectées des voitures. Ce qu'elles veulent faire, c'est la route très utilisée, fortement cabossée, c'est priorité haute. Donc pour ça, elles veulent utiliser fonctionnalités connectées, comme je disais, et on a un élément de volumétrie. Et à partir de là, vous pouvez commencer à travailler. Donc forcément, le sujet il est un peu plus développé. Alors quelques conseils. Si vous en arrivez pour votre premier kata, comment faire? Alors déjà, clarifier le besoin. Pourquoi une nouvelle application? Il faut que tout le monde soit conscient de ce point-là. Ensuite, identifier les chiffres clés. Quels sont les éléments de volumétrie, que le nombre d'utilisateurs, le nombre de voitures qu'on veut, la perte de données qu'on s'autorise. Et zoomer progressivement. Mettez-vous d'accord déjà sur la vue fonctionnelle avec juste quelques carrés. Et après, une fois que tout le monde est d'accord, allez un peu plus dans le détail. Alors je me suis risqué à faire une conception. Donc là j'ai utilisé le modèle C4 pour l'occasion. Donc là, on voit, on a notre système d'analyseur de route, on a un utilisateur qui permet, l'utilisateur qui peut y accéder pour avoir les rapports. On a les voitures de l'autre côté qui nous permettent, qui poussent les données. Et on accède en open data au référentiel des routes. Déjà, ça, c'est la vue fonctionnelle. Quasiment tout le monde est capable de la comprendre. Et maintenant, si on descend un peu plus dans le détail, alors je ne vais pas avoir beaucoup de temps, donc je ne vais pas tout détailler. Donc là, on a une chaîne d'alimentation. Quand je dis chaîne d'alimentation, ça part de la voiture et puis jusqu'à envoyer nos données à la fin agrégées dans du Kafka. Ensuite, d'un autre côté, on a une chaîne d'alimentation, voilà, un peu plus. Là, c'est mensuel pour voir les référentiels de route. On ne crée pas des routes tous les jours. Et moi, je suis parti avec 2 idées. La première idée, c'est qu'on ne gère pas les zones blanches. Ça, c'est le postulat de départ. Donc voilà, on fait un rejeu. Et ensuite, j'ai parti de notre idée qui est de dire on va avoir potentiellement des problèmes de volumétrie, des problèmes de performance, donc je préformate les dashboards. Voilà. Donc ça, c'est des choses après que vous pourrez vendre et présenter aux autres personnes lors d'une peer review. Donc pendant 5 minutes, chaque équipe va présenter sa vision tout au long de la conception, va vendre sa solution. Ça, c'est des choses que Georges, dans mon histoire, n'avait pas forcément l'habitude. Si vous dites que cette solution est adaptée, il faut pouvoir l'expliquer à un manager qui, lui, raisonne juste en coût, en finance et en délai. Et présenter ainsi aux autres équipes, il faut le vendre. Donc maintenant, si vous êtes dans une autre équipe, comment évaluer l'architecture? Alors moi, il y a 3 caractéristiques, elles sont personnelles. Après, il faut l'adapter aux autres personnes. Après, vous pouvez avoir les vôtres, pardon. Déjà, la simplicité, commencer le plus simple possible. C'est qu'on dit souvent dans le code, le meilleur des codes, c'est celui qu'on n'écrit pas. Là, je dirais qu'en conception, c'est pareil. Par contre, il faut que ça soit évolutif. On va avoir les principes de MVP, d'architecture évolutive. Là, un exemple. Cette maison-là, c'est un défi d'architecture. Je vous mets au défi de mettre une véranda assez simplement. Et enfin, il faut que ça soit adapté. C'est-à-dire que
une application dans le monde bancaire, dans le monde d'assurance et dans le monde du paiement n'ont pas les mêmes contraintes, ne veut pas avoir les mêmes contraintes. Donc il faut vraiment que ça soit adapté à votre environnement. Là, c'est un exemple d'architecture très bien faite, super immeuble, belle façade incurvée. Le problème, c'est que c'est à Las Vegas, ça réfléchit tous les rayons du soleil, et si vous n'avez pas une crème solaire indice 80 ou 100, vous ne pourrez pas vous baigner. C'est un exemple d'architecture qui est très bien fait, mais pas adapté. Alors, à Worldline. Avant le Covid, on faisait des katas mensuels. Donc ça, c'était sur le site de Blois, à côté de Tours. Et ça marchait plutôt pas mal. On prenait un sandwich en déjeuner, et puis voilà, c'était assez ludique. Il y avait des personnes de la production, personnes un peu plus fonctionnelles, toutes les générations. On a contextualisé, complexifié les sujets au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on est arrivé sur des sujets un peu bateaux, comme je vous ai présenté. Et après, au fur et à mesure des katas, on a mis des choses un peu plus compliquées. Et aussi, on a fait des post-mortem. C'est-à-dire que, tiens, on a réalisé cette application il y a 2-3 ans, comment vous feriez-vous? Bon, ce qui est marrant, c'est que le résultat n'est pas forcément le même. Mais bon, c'était très intéressant. Et j'ai accompagné des équipes. Alors ça, c'était en offshore avec du Zoom et du Teams. Et elles ont souhaité le personnaliser. C'est-à-dire qu'elles sont parties des katas, au lieu de faire un sujet à chaque fois, différent, elles ont dit non, on va prendre le même sujet, puis on va le décliner niveau fonctionnel, niveau technique, etc. Alors les bénéfices que vous pourrez rencontrer si vous vous mettez là-dedans. Déjà, pour vos équipes, travailler sur un autre sujet, si vous êtes en maintenance sur des projets un peu chauds, bon, ça vous rafraîchit un peu l'esprit, quoi. C'est quand même assez sympa. Ça vous permet, ça c'était aussi le problème qu'avait Georges, d'identifier, s'adapter aux contraintes. Des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude au début. Des contraintes fonctionnelles, des contraintes réglementaires. Alors là, Georges n'était pas du tout préparé non plus. Il faut aussi apprendre à communiquer et apprendre à convaincre. Surtout qu'en face de vous, vous n'aurez pas forcément des techniciens. Et vous aurez des fonctionnels, des métiers, du RSSI, etc. Et enfin, vous allez appréhender d'autres manières de penser. Et c'est peut-être là le plus enrichissant parce que là, vous avez progressé. Vous êtes capable de dire, ok, je sais que je fais cette architecture-là parce qu'en prod, ça va bien fonctionner, parce qu'en prod, on a eu un retour, on a du ROI, etc. Et ça, vous allez le faire grâce à l'expérience de vos collègues. Alors, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vous lancer là-dedans, c'est vraiment très simple à faire. Moi, je vous conseille les 2 premiers sites. Vous allez avoir tout le matériel. C'est-à-dire que vous allez avoir des idées de kata, vous allez avoir des exemples de déroulement, enfin voilà, tout le matériel nécessaire. Et là, vous allez avoir un retour d'expérience qu'on avait écrit avec d'autres collègues sur le blog d'ingénierie de Worldline. Et là, je terminerai cette histoire parce que notre développeur, Georges, il va progresser forcément. Il s'est cassé les dents, mais il va continuer avec des katas, avec des nouveaux projets. Là, il va découvrir clairement que un grand architecte ne se développe que par la pratique. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, je ne sais pas combien de temps il reste. Je n'ai pas noté, je suis désolé. Bon, s'il y a 2 questions. Oui. Je mettrai les slides à disposition. Bonne question. Après, c'est par connaissance, en fait. Tu connais les gens, tu mets un truc, voilà, venez. Voilà. Alors à Blois, en plus, ils avaient. C'était compliqué au début, hein, parce que on avait des événements internes hebdomadaires, mais les gens étaient plus passifs. La première fois que j'en ai lancé un, l'arrivée entre midi et 2, les faire se lever, et prendre des choses, à mon avis, il faut se lancer avec 2-3 personnes. Comme ça, tu arrives à mettre quelqu'un qui est un peu moteur dans chaque équipe. Voilà, moi je pense. D'autres questions? Oui. En fait, c'est une équipe de 5-6 personnes, en fait, hein. Hmm. Ouais, faut quelques équipes. Ouais. J'ai organisé un workshop à Torrentech, il y avait 4-5 équipes, en fait. Et nous, à Worldline, il y avait 4 équipes, en fait, à peu près. C'est l'idée, en fait, d'avoir du jus de cerveau, quoi, en fait, tout simplement. Et de voir aussi ce que les autres équipes font aussi comme design. Et de se dire, tiens, ah ouais, j'ai pas vu ça comme ça, quoi. C'est bon, merci.